Merci de participer à cette session. Ça nous a semblé important d'avoir un éclairage non pas purement informatique, mais un peu, on va dire, légal, juridique, il faudrait dire, je ne sais pas quel est le terme à employer, sur les nouvelles obligations et la traçabilité que nous imposent ces nouvelles obligations. J'entends par nouvelles obligations DORA, NIS 2, RGPD, alors c'est pas tout à fait nouveau, mais vu le taux de mise en œuvre du RGPD dans l'entreprise, je ne serais pas étonné que ce soit nouveau pour vous. Donc, pour cela, on a fait venir Maître Cathy Rosalie Joly. Donc, elle vous expliquera pourquoi elle est là et quel est son CV, mais vous allez voir qu'elle est tout à fait qualifiée pour parler de ces choses-là. Et puis, je vous montrerai comment, sur IBMI, on peut en fait mettre en œuvre de la traçabilité avec notre logiciel Strict. Vous avez suivi la session précédente avec Gillian? Oui. Bon, il y a des choses qui seront redites, mais c'est pas très grave. C'est surtout la partie de Maître Joly, je voulais pas dire Cathy Rosalie, de Maître Joly qui sera intéressante. Je te laisse la parole. Donc, on va faire à peu près moitié-moitié, voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci Dominique Gate pour cette invitation. Je suis enchantée d'évoquer ces sujets-là avec vous. En plus, aujourd'hui à Montpellier, avec un soleil magnifique, donc c'est formidable. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions. Modestement, je vais essayer de vous présenter. Alors, je dis modestement parce que le temps est compté et que pour évoquer ces sujets, eh bien, j'aurai besoin de plusieurs jours avec vous. Donc, on va faire un focus, comme on dit, sur les obligations de traçabilité, ce à quoi il faut s'attendre, quelles responsabilités, et aussi quelles opportunités ça représente en matière de cybersécurité, puisque souvent, on me dit le légal, c'est un peu comme la cybersécurité, ça fait peur parce qu'on pense tout de suite contentieux, incident, mais c'est aussi une opportunité, la cybersécurité, de moderniser les systèmes, une opportunité de développement de nouvelles activités, de mieux comprendre comment son système est mis en place, et c'est la même chose d'un point de vue juridique. Je pense qu'on ne doit pas voir forcément la cybersécurité et le juridique comme une contrainte, mais aussi une opportunité, puisqu'aujourd'hui tout est digital. Donc prenons ces évolutions à bras-le-corps pour en faire des opportunités. Alors on va parler de DORA. DORA, c'est un règlement spécifique sur la résilience des systèmes d'information dans le secteur bancaire et financier. On va y revenir. NIS 2, c'est une directive en matière de cybersécurité qui est beaucoup plus transversale, qui est une directive qui vient modifier le cadre existant que l'on avait déjà avec la première directive NIS. Donc, on disait NIS 1, maintenant on parle de NIS 2. Et puis le règlement sur les données personnelles, on l'a mis parce que c'est un cadre commun global spécifique à la protection des données personnelles, alors que les deux autres textes, NIS 2 et DORA, ne sont pas limitatifs à la donnée personnelle. C'est tout type de données au sein de l'entreprise. Alors, l'évolution avec NIS 2 par rapport à NIS 1, vous le voyez dans le schéma, NIS 1, ça concernait quelques secteurs uniquement. Le secteur de la santé, les infrastructures de marché financier, les infrastructures numériques, le secteur bancaire qui était déjà dans le périmètre d'application de cette directive. Avec NIS 2, il y a un élargissement des obligations applicables en matière de cybersécurité à 18 secteurs. Donc, c'est un élargissement extrêmement important. Avec deux types de catégories d'acteurs. Des acteurs qu'on va considérer comme relevant d'un secteur hautement critique, ceux qui sont en rouge, pardon. Donc, j'évoquais le secteur bancaire,
par rapport à DORA, par exemple, et les administrations publiques aussi. Donc ça, ce sont des nouveaux acteurs qui rentrent dans le champ de la réglementation. Et puis, un autre type de secteur qu'on appelle, eux, critiques, donc les hautement critiques et les critiques. Dans les secteurs hautement critiques, eh bien, vous voyez que tous ces acteurs-là étaient hors champ de la première directive NIS 1. Donc, toutes ces entreprises-là, toutes ces collectivités vont devoir se mettre en conformité avec ces nouvelles exigences. NIS 2, c'est un texte qui est constitué d'une directive et d'un règlement d'exécution. Alors, vous allez me dire, très bien, mais est-ce que ça a une importance? Eh bien oui, parce qu'une directive, ça nécessite d'être transposée en droit national. Donc ça impose que le gouvernement prenne un texte législatif français qui va adapter les exigences de la directive dans la réglementation française. Mais cette directive, elle est couplée à un règlement d'exécution. Et le règlement d'exécution, c'est un texte européen qui vient définir des règles techniques qui, lui, n'a pas besoin d'être transposé en droit national. Donc, il est d'application immédiate dans l'ensemble des pays européens. Également, donc, quand on a la transposition en droit français, donc le fameux projet de loi résilience en cours de discussion, on va y revenir, eh bien, ce projet de loi va être complété de règles techniques, de la même manière qu'on a le règlement d'exécution, qui vont pouvoir être plus précises, aller plus loin dans la mise en place et les exigences opérationnelles en matière de cybersécurité. Ah pardon, je reviens en arrière. Donc, un principe de proportionnalité suivant la catégorie dans laquelle l'entité va être classifiée. Donc, les entités essentielles et les entités importantes. Donc, les secteurs très critiques, ce sont les essentiels. Les autres, ce sont les importants. D'accord? Et donc, en fonction d'un principe de proportionnalité qui est dû au secteur, donc il y a certains secteurs, quelle que soit la taille de l'entreprise, qui vont être qualifiés d'essentiels, notamment les prestataires de services de confiance qualifiés, les fournisseurs de services de communication, etc. Donc, qui, eux, quelle que soit leur taille, par défaut, tombent dans la catégorie des essentiels, donc des rouges. Sinon, pour les autres, on va avoir une classification en fonction du chiffre d'affaires, du nombre de l'effectif global qui va être pris en compte pour une application proportionnelle des règles. NIS 2, c'est applicable, donc évidemment dans le lieu d'établissement dans la plupart des situations des entreprises, et donc ça veut dire qu'elles sont supervisées et contrôlées en termes de respect des exigences à NIS 2 dans cet État membre-là. Malheureusement, pour certaines, ça va être un petit peu plus compliqué à déterminer, puisque vous avez un certain nombre d'acteurs qui opèrent sur plusieurs États membres, et donc il faut, comme en matière de règlement sur les données personnelles, déterminer quelle est l'autorité compétente de supervision, puisque c'est un cadre harmonisé au niveau européen. Et donc, pour déterminer quel est le cadre de supervision, eh bien, on va avoir un peu différentes situations. Pour les fournisseurs de réseau, on peut avoir une compétence de plusieurs États membres parce que c'est par rapport au service qui est proposé. Pour les acteurs du numérique, on va avoir la compétence d'un seul État membre, donc d'une seule autorité, admettons par exemple en France l'ANSSI, et on va déterminer que c'est la France par rapport au lieu d'établissement principal, par rapport au lieu où les opérations de cybersécurité sont effectuées et au nombre de salariés, par exemple, présents dans l'entreprise. Donc ça, c'est un travail qui est à faire en amont au sein des entités pour identifier l'autorité compétente. Pour les administrations publiques, évidemment, c'est le pays dont elles relèvent. Et puis pour d'autres États, les autres types de sociétés, eh bien, ça va être en fonction de ce qu'on appelle l'établissement stable, donc de déterminer dans quel pays est l'établissement stable.
Et puis, en plus de cette directive NIS 2, nous avons le fameux règlement DORA. Alors, on est à la rentrée scolaire, hein, donc moi j'aime bien, je ne sais pas si DORA, on se disait, est-ce qu'on a dans son sac à dos tout emmené pour aller à l'aventure? Bon, je m'excuse, c'est le fait d'avoir des petits-enfants, enfin qui sont grands maintenant. Eh bien, c'est pareil, parce que DORA, c'est rentré en application le 17 janvier. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, donc je me permets la blague, hein, 17 janvier, c'est mon anniversaire. Donc, j'étais contente, ils m'ont fait plaisir. Ils m'ont dit, ah, toi, spécialiste en cybersécurité, on va te faire un truc sympa à partir du 17 janvier. Le règlement DORA est applicable, donc tu vas avoir des appels de clients qui vont te dire, on est en retard. Bon, bah, finalement, j'ai fêté mon anniversaire, c'était sympa. Parce que entre-temps, on avait réalisé quand même que personne ne serait prêt au 17 janvier et qu'on allait devoir se lancer dans une mise en conformité qui est encore en cours. Alors, c'est un règlement DORA. C'est pour ça que j'ai dit 17 janvier, c'était applicable. Pas besoin d'être transposé en droit national. D'accord ? Ça concerne qui ? De premier chef, les établissements financiers. Et quand je dis les établissements financiers, c'est au sens large, puisque ça va de la banque aux établissements fintech, établissements de paiement, monnaie électronique, aux plateformes de crypto, aux assureurs, aux sociétés de gestion. Enfin, vous voyez, 21 types d'entreprises qui tombent dans le secteur financier. Ça veut dire que toutes ces entreprises-là, eh bien, elles doivent se conformer à DORA. Et puis, à côté de ces entités-là, on a des prestataires tiers de services TIC critiques, donc de services d'information et de la communication critiques. Alors, ça ne veut pas dire que ces prestataires-là interviennent sur des prestations critiques en tant que telles, c'est pas cette catégorie-là uniquement. Les prestataires tiers critiques, ce sont des entreprises technologiques, TIC, qui fournissent des services aux acteurs du secteur financier et qui, par leur importance ou par le fait qu'elles sont incontournables, représentent un risque systémique pour le secteur financier. Donc, ça veut dire que ça concerne des grands fournisseurs européens, enfin, qui proposent leurs services en Europe, pour être précis, parce que ça concerne aussi les États-Unis, par exemple, quand on adresse le marché européen, qui, eux, et c'est la nouveauté de DORA, vont être soumis à une supervision spécifique par les autorités de régulation. Donc, je le souligne parce que les établissements financiers, évidemment, par exemple en France, vont être supervisés par la CPR et l'AMF. Eh bien, les prestataires tiers de services TIC critiques vont également être supervisés par des autorités de régulation. On attend la communication de la liste des établissements qui auront été qualifiés au niveau européen comme représentant un risque systémique et qui tomberont dans le champ de la réglementation. Donc, ça veut dire que ceux-là sont supervisés directement. Et puis, ça concerne indirectement tous les autres prestataires de services TIC qui fournissent des services à des établissements financiers. Même s'ils n'y sont pas soumis, eux, directement, ils le sont indirectement, puisque DORA encadre la relation avec les prestataires TIC pour les établissements financiers. Je vous ai mis la liste des services TIC qui sont concernés pour information. Donc, vous voyez qu'effectivement, le périmètre est extrêmement large en termes de prestations et de prestataires soumis à ces exigences, notamment, évidemment, le cloud, tout ce qui va être la data analysis, les aspects software, énormément de… Non. énormément de secteurs qui sont concernés quand les services sont fournis au secteur financier. Le règlement DORA, donc c'est un règlement, je l'ai dit, pas de transposition. Il y a une directive en plus du règlement DORA. Donc, il y a le règlement DORA, c'est le corps principal. Il y a la directive DORA qui vient adapter certaines dispositions. Nous, en France, dans la directive DORA, on a vocation à élargir le champ d'application de DORA pour inclure Monaco, puisque Monaco, ce n'est pas l'Europe, mais c'est supervisé par les autorités françaises. Et puis, une spécificité d'établissements financiers. Nous, on a des sociétés de financement qui n'existent pas au niveau européen de manière harmonisée. Donc, dans la directive
française, il y a un élargissement, par exemple, du champ d'application à DORA. Les grands principes, c'est évidemment la gestion des risques informatiques, donc à travers les mesures de gouvernance, d'organisation, de détection, de réponse, de rétablissement à mettre en place, des obligations sur la gestion, la classification, les notifications des incidents liés au système d'information, les tests, des obligations de tests de résilience opérationnelle numérique des systèmes d'information. La gestion des risques liés aux tiers prestataires. C'est pour ça que je disais que les prestataires TIC peuvent rentrer dans la supervision de DORA, puisque les établissements financiers ont l'obligation de s'assurer qu'ils satisfont les exigences DORA. Et puis des dispositifs sur le partage des informations pour assurer un niveau de connaissance en matière de cybersécurité des secteurs financiers qui soit suffisant. Vous avez des dispositions assez similaires. Là, c'est NIS 2. Sur donc la gouvernance, on retrouve la gouvernance de la cybersécurité, la gestion des incidents, la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Donc la chaîne d'approvisionnement, de la même manière, c'est ce qu'on appelait dans DORA les prestataires tiers, donc c'est les fournisseurs. La détection des cybermenaces, l'évaluation des risques, la sensibilisation et la formation des équipes, tout ce qui est chiffrement de données, les politiques à mettre en interne et la sécurisation des communications d'urgence également. Ça implique donc une modification globale de l'organisation pour s'assurer que les différents volets que l'on a évoqués sont bien implémentés au sein de l'entreprise. Ça impose une mise à jour de tout ce qui est documentation contractuelle et politique interne, renégociation et avec les prestataires techniques auxquels les établissements du secteur financier ont recours ou les prestataires ou les entreprises soumises à NIS 2, sachant que dans leur relation avec leurs prestataires, effectivement, il va falloir classifier aussi les prestataires critiques, donc ceux qui interviennent dans le cœur du réacteur, donc dont le risque en cas de défaillance est important pour l'établissement, versus les autres prestataires TIC qui interviennent sur un aspect spécifique, restreint, limité, qui présente moins de risques, et donc adapté en fonction des exigences, avec un niveau plus élevé pour ceux qui sont dans le cœur du réacteur et allégé pour les autres. Et tout ça complété par un volet technique, on l'a dit, suivi des cybermenaces, mise en place de sondes, de procédures de notification, détection, collecte des données sur les incidents. Et donc, tout ça, ça a notamment en pendant les aspects de gestion de la cybersécurité à remonter au SOC ou au SIEM sur la détection des cybermenaces, sur la gestion des incidents et sur l'évaluation de la gestion de risques. Donc, c'est extrêmement important d'avoir toutes ces informations. DORA, je le disais, donc en application le 17 janvier, c'est applicable, alors ça c'est la bonne nouvelle, c'est le même texte qui est applicable dans tous les États européens, donc on n'a pas normalement, ou en tout cas juste à la marge, des transpositions complétées au niveau national. On a les modifications de DORA, il y en a une partie qui fait partie du projet de loi résilience en discussion en France. La dernière version discutée à l'Assemblée nationale le 10 septembre vient d'être publiée hier sur le site de l'Assemblée nationale, si vous voulez aller y jeter un petit coup d'œil. Le texte donc n'est pas encore complètement finalisé, mais en ce qui nous concerne, il n'impacte pas les établissements financiers assurantiels et les prestataires TIC. Ils sont déjà soumis. La seule chose que ça va impacter, c'est ceux qui n'étaient pas dans le champ d'application de DORA, ce que je disais tout à l'heure en visant par exemple Monaco. Pour NIS 2, on est en retard, parce que ça aurait dû être fait aussi, pour le 17 janvier. Donc, on est en attente, mais on est en retard en France, parce que en fait, il y a déjà à peu près 14 États européens qui ont transposé la directive NIS 2, dont notamment nos camarades belges et italiens. Donc, ce qui veut dire qu'on a déjà potentiellement, lorsqu'on opère dans plusieurs États, on est déjà soumis à NIS 2
on peut être déjà soumis à NIS 2 à l'étranger, alors que la réglementation n'est pas encore complètement transposée en France. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une excuse pour attendre, d'autant plus que ces dispositions-là, DORA ou NIS 2, sont très longues à mettre en œuvre, puisque c'est tout le process qui doit être mis à jour. Et puis, il y a évidemment un volet sanction. Alors, en général, je le mets à la fin. Le volet sanction, alors c'est pas pour faire peur, hein. J'ai dit que j'avais pas un discours pour faire peur, donc justement c'est pour anticiper. Il y a donc des obligations de notification des incidents. Alors ce qui est un peu compliqué, c'est que ça veut dire que lorsqu'on doit cumuler le règlement sur les données personnelles, les notifications à 72 heures, et on notifie qui? Bah, la CNIL. Et qu'on est du secteur financier, donc on est soumis à DORA. Alors là, on va avoir dans les 24 heures, mais 4 heures après la classification de l'incident en tant que majeur, donc les délais déjà sont beaucoup plus courts, et puis des rapports complémentaires, mais là, c'est à qui qu'on notifie? Ben, ce n'est pas à la CNIL, c'est à la CPR ou à l'AMF, suivant sa supervision. Et puis, si en plus on est NIS 2, eh bien, là, c'est dans les 24 heures, donc là aussi des délais raccourcis. Donc, la difficulté, c'est qu'il faut anticiper pour être en mesure de respecter ces exigences. Ça veut dire avoir recueilli les informations, avoir classifié l'incident très rapidement pour pouvoir effectuer les premières notifications. Et sinon, évidemment, eh bien, c'est un risque de sanction. Alors, on parle de pourcentage de chiffre d'affaires hein, dans les différentes situations. Pour DORA, en plus, on a pour les établissements financiers des risques de suspension des autorisations, des agréments bancaires et financiers dans les cas extrêmes. Et puis, à l'occasion de contrôle des autorités de régulation, on a vu déjà, avant même l'entrée en vigueur de DORA, des sanctions prononcées par exemple, la CPR pour défaut de supervision ou de sécurisation de ces prestations, de ces prestataires informatiques et de mise en place d'un dispositif cybersécurité important. Et pourquoi tout ça? Alors, tout ça parce que dans un monde numérique, eh bien, la cybersécurité, c'est essentiel. C'est tellement essentiel que tant DORA que NIS 2 ont imposé la responsabilité des organes de direction. Donc, ils sont personnellement responsables et ils ont l'obligation de s'assurer qu'il y a une formation suffisante qui a été mise en place, qu'il y a des compétences suffisantes en matière de cybersécurité qui ont été mises en place au sein des entreprises. Elles sont tenues responsables et sanctionnables en cas de violation de ces exigences de cybersécurité. Et le référentiel précise que les organes de direction, donc au plus haut placé, doivent mettre à disposition les ressources financières, techniques et humaines. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça permet aussi de déclencher les budgets en matière de cybersécurité. Quand on va voir les organes de direction, le board, pour dire, ben voilà, pour quelles raisons j'ai besoin qu'on investisse massivement et urgemment en matière de cybersécurité? Ben parce que le 17 janvier, on est déjà en retard. NIS 2, c'est déjà chez nos voisins et ça ne va pas se faire en 3 jours. Et en plus, bah, si on n'a pas les moyens et qu'on ne s'est pas mis en conformité, non seulement on encourt les sanctions, et en plus, le responsable, eh bien, c'est le board. Merci beaucoup.